c'est une vague. C'est des millions de personnes qui regardent. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné comme tout le monde. Tu vas au foot, tu mets la balle au point de pénalty, sauf que là, c'est la tête du mec, quoi. La folie, la performance, la violence est fascinant pour le commun des mortels face à des phénomènes qui font partie des personnes les plus dangereuses du monde à main nue. So what is it gonna be? Il y a 4 ans, on m'avait dit qu'il y aurait une série française Netflix sur le MMA. Non. Le MMA, c'est surtout une compétition qui porte atteinte à la dignité humaine. C'était beaucoup trop violent, quasiment dégradant. Je crois que le MMA faisait peur. On était des renégats. On allait à l'encontre de tous les sports de combat et les arts martiaux qui existaient en France. On m'appelle à l'entrée et on me dit il y a la police qui est là, ils veulent pas que tu fasses l'événement. La France, elle l'a légalisé et depuis, on constate que c'est un vrai raz-de-marée. The first show in Paris was kind of the breakout moment. Le dernier UFC Paris, au total, c'est 115 millions de vues. La nouvelle génération avec TikTok, avec Insta, ils ont trouvé leur Far West. C'est le sport du XXIe siècle. En France, le MMA, c'était un shot, et aujourd'hui, c'est un aquarium. L'équipe du PSG qui se déplace pour voir le combat. C'est de la science-fiction. Sans moi, le MMA est mort, en tout cas en France. On disait que seuls les dieux pouvaient arriver à faire ça, c'est pas possible, boxer et lutter en même temps. On va pas se mentir sur le fait que le MMA c'est un sport violent. C'est ça même le but. J'ai toujours considéré que c'est pas un sport pour tout le monde. C'est clairement un sport très précaire. Je me rappelle que j'étais à mi-temps au McDonald's. Chaque année en boxe, il y a des morts. En MMA, rien à voir. C'est le sport de combat qui a trouvé cet équilibre entre sport et spectacle. Boxing is what your dad watched. Mixed martial arts is what your kids are gonna watch. Vous pensez que ça a explosé? Non, c'est que le début. Est-ce que la France est un pays de MMA? Je sais pas. Est-ce que la France sera un pays de MMA? Ça, j'en suis sûr et certain. Quelle est cette vague qui emporte le pays? L'histoire la plus folle d'un sport en France. Oh, you guys are ready, huh? Bonjour. On reprendra de toute façon. Allez, montrez-moi. Rocky est la saga avec laquelle j'ai grandi. C'est mon inspiration, ça véhicule les valeurs que j'aime. Qui l'eût cru? C'est la France et Franck Gastambide, réalisateur à succès fan de MMA depuis toujours, qui vont raconter pour la première fois au monde avec Netflix une histoire sur ce sport. J'ai essayé avec cette série de rendre le héros touchant et de montrer au grand public à quel point être un champion de MMA, c'est un parcours de vie hors norme. La Cage, c'est une série qui coûte bien plus de 10 millions d'euros. Et aussi une série qui a une ambition qui va en fait bien au-delà de la France. La série va sortir dans 190 pays. C'est vertigineux. Quand on pense que c'est possiblement l'un des derniers pays à avoir officialisé le sport, je ne sais pas si on se rend compte du parallèle, quoi. C'est surréaliste. Au centre de la cage, pendant tout le mouvement du stade. C'est incroyable que personne n'ait fait une série un peu réaliste sur l'univers de ce sport. Fais-la, mec. Et action! Ça va être dur, on va te critiquer, on va se demander pourquoi c'est toi qui le fais et pas quelqu'un d'autre. Mais toujours est-il que je me sens capable de le faire. Reste comme ça, 2 secondes, on s'enchaîne un peu.
La première grosse série qui regroupe plusieurs stars de MMA internationales et françaises. T'as des noms comme Cyril Gane qui reviennent, Georges Saint-Pierre, John Jones. Champion. Toute la nouvelle génération. Vas-y Taylor, je t'attends là. Je te présente Anissa Amexen, ça va? Un grand fan. Saladin Parnasse et Ramzan Jambiev. Ça crée un cast qui est complètement dingue, quoi. Une difficulté, reproduire le MMA, les arts martiaux mixtes, ce sport tactique qui réunit toutes les disciplines comme la boxe, la lutte ou le judo. C'est bien ce qu'il fait. Les fans de ce sport n'allaient pas me pardonner si je foire les scènes de combat. Ce n'est pas qu'un lutteur apparemment. Merde, non. Va chercher la cage. Allez, ton grillage. Taylor Lapillus, il a été essentiel pour toute la partie chorégraphie des combats. C'est même lui qui les signe. Il y a un jour où je me souviens particulièrement où là clairement il n'en pouvait plus. Et après il a dit ouais les gars s'il vous plaît appelez la doublure. On m'a dit non, on peut pas mec, c'est toi qui dois le faire. T'es l'acteur mais t'es aussi le combattant là sur ce coup-là. Il y avait une volonté importante pour moi, c'était de montrer que les coups allaient toucher. De montrer la réalité de la violence de ce sport. Ouais clairement. Parfois il s'est fait marrer. Il y a eu 6 mois d'entraînement où j'avais 3 entraînements par jour. On ne peut pas mentir sur le combat, c'est trop précis. Ça demande une rigueur de travail énorme. Tant qu'on ne l'a pas pratiqué, on ne peut pas se rendre compte. Ça serait pas. Je voulais apporter une réelle crédibilité en fait. Je ne veux pas décevoir les gens que je représente, en l'occurrence les combattants. La cage. Cette série qui incarne la finalité, l'aboutissement d'une période complètement folle. 4 ans qui ont fait passer un sport de la cave au salon. Depuis 2020, sa pratique est libérée. Mais alors qu'il n'est que l'assemblage de tous les sports de combat autorisés en France, concernant sa diffusion, il ressemble plutôt à un détenu libéré, en conditionnel. C'est un jour attendu pour les amoureux du MMA. C'est leur passion qui est aujourd'hui reconnue. On prend acte de cette autorisation du MMA en France et donc est présenté au collège le dossier MMA. Il y a 2 choses qui a beaucoup retenu l'attention du collège. C'est le côté tous les coups sont possibles ou presque. Et si on ajoute le sang qui est effectivement souvent très visible, ça nous est apparu comme effectivement un sport qui était d'un degré de violence bien supérieur à ceux qui sont autorisés à d'autres horaires. Une fois que la règle a été fixée par l'ARCOM, disant que le MMA était diffusable en France à partir de 22h30 et en étant catégorisé moins de 16, on a porté notre choix sur Cage Warriors, donc en fin d'année 2020, en se disant on va être les premiers à proposer du MMA gratuitement sur un média français. Ares, une ligue française, tente d'exister d'abord à l'étranger. Des médias digitaux apparaissent, mais pas assez pour le vrai tournant. Le choix d'un média qui mise gros sur l'UFC, la Ligue Rennes, couplé à l'émergence des réseaux sociaux. On a fait la tournée des chaînes avec des datas bien précises sur l'intérêt que pouvait avoir le MMA en France. À l'époque, donc je parle de 2021, 1,6 million de personnes très intéressées par le MMA et autour de 4,5-5 millions qui étaient peu, voire très intéressés. Il fallait qu'on se positionne rapidement, compte tenu de la concurrence, sachant que le challenge était quand même relativement immense, puisqu'il fallait qu'on légitime cette discipline, qu'on la rende attractive, malgré des investissements qui n'étaient pas négligeables. It's much more fast-paced, especially in this day and age where everyone's on their phone and YouTube and TikTok and all that. It's the perfect sport. It's like a car crash. I would say that MMA is the first sport to be born on the internet. Mais tout ça n'aurait rien donné sans l'émergence d'un ambassadeur. Sorti de nulle part, Cyril Gane se rapproche de l'impensable, devenir le premier Français champion à l'UFC. Merci les spectateurs français, merci tout le monde, merci la France. Merci beaucoup RMC pour le taf que vous faites.
Quand on raconte à la France qu'un inconnu peut devenir l'homme le plus fort du monde face à un monstre devant toute la planète, on découvre qu'elle peut se donner rendez-vous un dimanche à 6h du matin. Profitez de ce moment, c'est l'un des moments les plus exceptionnels du sport français. Au moment de la rencontre Ngannou-Gann, RMC Sport a sorti son premier film sur le MMA. Il a dépassé le million de vues avant même la diffusion de l'événement. Oh, c'est amené au sol, magnifique de la part de Francis Ngannou. C'était le grand rendez-vous de MMA la nuit dernière. Mais ce match a mis en lumière la popularité de cette discipline qui était, souvenons-en, illégale en France il y a encore 2 ans. Un bon gamin, fort mais modeste, héros accessible qui plaît à la France. Le nombre de gens qui m'ont dit « c'est pas vrai, vous recevez Cyril Gann ». Mais non, la tête de ma mère, Cyril Gann est ici. Le Rocky Balboa de l'Île-de-France avec ses gros bzaises là, hein. La Ligue américaine a compris. Cyril Gann était le chaînon manquant. The first show in Paris was the breakout moment. Près de 20 ans qu'on attendait un tel événement en France. Ça y est, c'est arrivé. L'UFC est à Paris. La base de fans historiques et les nouveaux se rejoignent à Bercy dans un délire jamais vu dans le monde du MMA. 16 000 places à plusieurs centaines d'euros parties en 5 minutes. L'UFC Paris est aujourd'hui chaque année l'un des événements les plus prisés. I've got to be honest, this is the best crowd, the best atmosphere I've ever experienced. It was absolutely electric. Derrière Cyril Gann, d'autres Français montent à leur tour doucement à l'UFC. Ces personnages attachants obtiennent des combats contre des légendes absolues du sport. Salut les gars, c'est Cyril Gann et bon gamin. Bon, j'ai besoin de soutien. Donc je vous donne rendez-vous samedi soir à 23h sur MC Sport. Comme ça, on va être victorieux tous ensemble. Allons enfants de la patrie, il faut y aller, le jour de gloire est arrivé. Certes, Cyril Gann s'incline face à la légende, John Jones. C'est le combat de l'année pour la France. Le 10 mars, notre guerrier Benoît Saint-Denis va affronter la légende Dustin Poirier en co-main event de l'UFC 299 à Miami. Certes, l'incroyable Benoît Saint-Denis, ex-membre des forces spéciales de l'armée française, cède face au mythique Dustin Poirier. Mais la machine est lancée. C'est la niçoise Manon Fiorot qui pourrait bien devenir en 2025 la première championne, face à la plus grande au monde, Valentina Shevchenko. L'UFC, c'est une lumière en fait. Et au-delà de la lumière, c'est le soleil du MMA. L'UFC, un soleil à atteindre. Y être champion, c'est être le vrai champion du monde de MMA. Pour l'atteindre, un système sportif pyramidal, avec des ligues nationales comme Arès ou l'Hexagone, puis continentales, comme le KSW. Il y a d'abord le début amateur, et par la suite on essaye de se faire repérer. On passe professionnel, on cherche des organisations européennes d'abord, et après on essaye de gagner les ceintures de ces organisations, voire d'en gagner plusieurs, ou plusieurs catégories dans la même organisation. Ligue après ligue, un CDD de plusieurs combats pour chaque fighter. En France, on a eu la saison dernière plus de 60 événements organisés. Ça veut dire qu'on avait plus d'un événement par semaine. Nous sommes en direct du Roazhon Park dans la ville de Rennes. Mon objectif, c'est faire des sous et être connu. Ok. Mais il y a pas mal de personnes pour qui c'est l'objectif aussi. Je pense que je ne suis pas le seul. Le vivier des futurs athlètes est en train de se constituer. On s'attache à présent à raconter l'histoire de ces pépites, à aller les dénicher au sein des ligues amateurs qui vont travailler à propulser ces pépites-là au sein des ligues professionnelles. Une comète a réussi à prospérer en dehors du système solaire, loin de l'UFC.
sur sa propre planète. Vas-y. Super. Cédric. Qui est le plus connu aujourd'hui? Cédric Doumbé le combattant ou Cédric Doumbé l'ovni médiatique? Le plus connu, indéniablement, c'est Cédric Doumbé, l'ovni médiatique. Gann Jones, c'est à l'UFC, c'est pour la ceinture des poids lourds. Les gars, ils totalisent à peu près 70 millions de vues. Doumbé contre Zebo, c'est au PFL, il y a 89 millions de vues. Personne d'autre ne fait ça en fait. The guy he brought a mattress. Like, what the fuck is this? And he put the guy to sleep. Cédric Doumbé exerce au PFL, une ligue concurrente émergente, contre des inconnus du grand public, mais il buzz. Il était champion d'un autre sport, le kickboxing, les pieds, les poings, mais pas de lutte, pas de judo, comme si un coureur de 400 mètres se lançait au décathlon. Doumbé aime la lumière, il fallait la bonne scène. Cédric, j'ai commencé à travailler avec lui, j'écrivais les articles pour l'équipe, je leur envoyais, je faisais des montages photos, ils ne me répondaient pas. Maintenant, ils m'appellent, je leur dis ok, je veux 8 pages et la couverture, sinon ça ne m'intéresse pas. Le plus dur, apprendre un nouveau sport. Son point fort, faire monter les sauces. On commence à faire le lien. Jordan, matelas, je vais te l'offrir. Je vais te le livrer chez moi. Merci pour le matelas. Cyril, mon gars. Toi, tu me vénères, t'es surcoté à la main, poteau. On a surtout un délire sur la communication commun. Moi, j'apporte l'étincelle, un peu les idées, et lui, il met le feu derrière. Baki, je te demande juste 5 minutes. Bah KO, je te mets en PNS. Il faut quand même cette personnalité assez décalée, assez extravagante. Il faut ce spectacle avant, pendant, après. Il faut marquer les esprits. Je dis que je tape Connor. Si je perds contre Florent Burillon... L'arbitre qui va s'interposer assez rapidement et voilà. C'est pas une blague. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Il y a aussi ce que j'appelle la GDE, gestion des emmerdes. Et voilà, et le défaut principal de Cédric, il le sait, c'est qu'il snappe plus vite que son ombre. Et donc ça, je peux pas le contrôler. Je vais devoir te faire dormir. Cédric, tu vas le voir pour combattre, pour se prendre un KO, pour mettre un KO. Mais les deux achètent leur pay-per-view. Paye Sangour, Shamsudinov. Y a pas mieux, regarde comment c'est beau gosse. Elle est réservée juste pour toi. T'es mort, gros. Là, t'es mort de chez mort. On va me payer pour te défoncer. C'est une dinguerie ce qui va se passer, gros. Et il est très très fort. Il a de la répartie, il est drôle, il sait sur quoi faut aller. Et là, t'appuies sur Rec, tu t'assois, c'est showtime. On reçoit Cédric Doumbé aujourd'hui, et pas pour rien, on va se faire un concours de trash talk. Cédric Doumbé, c'est le grand champion de la semaine. Bienvenue sur le plateau de Quotidien, vous êtes l'une des grandes stars de MMA. Ça dit de moi que je suis le meilleur, mais surtout une machine. Cédric Doumbé est très modeste, ça c'est vraiment ma qualité première, la modestie. C'est donc le nouveau casting de LOL saison 5. C'est un ovni parce que il est extrêmement performant d'un point de vue sportif, il est extrêmement performant d'un point de vue médiatique. C'est bien aujourd'hui un combattant de MMA qui est choisi pour donner de la force au football. Bienvenue chez DAZN. Tous les matchs de la Ligue 1, tous réunis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le foot qui vient chercher la lumière de Cédric et du MMA, mais c'est le monde à l'envers. I mean, Cedric, as you said, is selling out arenas just on his name alone. And I think Cedric Doumbé is one of the biggest stars in the sport. Cédric Doumbé se sert du MMA, mais en retour, il lui donne de la force et un nouveau modèle. Oui, je pense avoir battu le système. J'estime que sans moi, le MMA est mort, en tout cas en France. Porté par ces histoires, le MMA n'est pas seulement un sport consommé, mais maintenant pratiqué, en toute sécurité. C'est un sport qui attire les hommes, les femmes et surtout les jeunes. Ouais, pas de souci. On a des chiffres très précis sur le nombre de licenciés. On a plus que doublé, on a fait 200% de croissance entre la saison dernière et cette saison. Donc le nombre de salles, effectivement, aujourd'hui est plus conséquent. On a 291 structures qui sont affiliées chez nous. Il y a encore 2-3 ans, on comptait une soixantaine de salles. Les portes se sont ouvertes en fait, et là on a pu avoir une diffusion du phénomène MMA. J'ai vraiment hâte de pouvoir la voir.
est aujourd'hui considéré comme l'homme le plus puissant de la planète. Ancien migrant puis SDF, devenu superstar. Le Camerounais Francis Ngannou suscite la fascination. Le dernier des gladiateurs d'un sport qui vient de beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Je pense que, bon, les hommes aiment marquer leur domination. Il y a ce sentiment de joie, de fierté. Et du coup, comme l'homme a un ego très grand, pour protéger ça, parfois, il doit se battre. Il semblerait qu'on ait toujours voulu mixer boxe et lutte, de tout temps, depuis l'Égypte ancienne, la Grèce ou Rome. Et on l'a dans le pancras antique. Le pancras, c'est un des sports de combat, des 3 sports de combat des Jeux Olympiques de l'Antiquité. Et c'est pratiqué dans tout le bassin méditerranéen dès le 4e, 5e siècle avant notre ère. Pancras veut dire combat total, combat tout puissant. Pour les gens de l'Antiquité, c'est un sport. Ça fait partie de ce qu'on appelle les agonesses, la compétition. On pose, pam, pam, et on va venir frapper là, pour venir hop, passer le cylindre après. Ok, d'accord? Nous, dans la recherche historique, en archéologie expérimentale, en archéologie du geste, on travaille une technique qui est bien attestée dans le monde grec et le monde romain, qui s'appelle coulindrain, le cylindre. Dans l'Antiquité, les combattants tournaient le dos à leur adversaire, dans une technique un peu particulière, le cylindre. L'objectif est éventuellement de rouler pour aller attaquer la jambe. Hop, chute. Quand je suis là, je verrouille bien au niveau de la cuisse et je vais faire la clé, ok? Mécaniquement, notre corps est le même que celui d'il y a 2000 ans. On a le coude au même endroit, le genou au même endroit, et donc les clés articulaires notamment se font de la même manière. La façon de faire chuter se fait de la même manière. Proto-MMA, j'aime bien le terme. Il y a des choses communes entre le MMA et le pancras. Philostrate disait du pancras que c'était l'union d'une boxe et d'une lutte imparfaite. Et donc, le MMA, art martial mixte, et on peut dire l'union de boxe au pluriel et de lutte au pluriel imparfaite. En fait, on boxe et on lutte dans le pancras, mais pas de façon complète. Bien souple sur les bras, ok, on va envoyer le coup de pied direct, et on revient se remettre stable. On monte bien le genou, boum. Évidemment, déjà à l'époque grecque, on a des pancratias stars, comme Théagène de Tassos par exemple. Il y a le fait sacré, le fait religieux qui rentre en compte. On disait que seuls les dieux pouvaient arriver à faire ça, c'est pas possible, boxer et lutter en même temps. Donc ceux qui gagnent à Olympie sont considérés comme des dieux vivants, quasiment. C'est pas un ancêtre du MMA au sens, c'est pas le grand-père ou l'arrière-grand-père du MMA, parce qu'il n'y a pas de filiation directe historique, puisque en 393, les Jeux Olympiques antiques s'arrêtent. Il n'y a plus de pratiques sportives de ce type-là. Pendant plusieurs siècles, il ne va plus en avoir, et puis on va recréer des pratiques sportives plus tard. Je pense que tout le monde a grandi en se disant c'est moi le plus fort du monde, j'aimerais être le plus fort du monde, des trucs comme ça, tu vois. Mais en réalité, c'est quoi la définition de l'homme le plus fort du monde? C'est ça. Quels sont les critères de sélection de l'homme le plus fort du monde? Depuis 100 ans, la réponse à cette question, elle a un seul nom, c'est le champion du monde poids lourd de boxe anglaise. Ça a été longtemps illégal, ça a été longtemps à point de mou. C'est quelque chose qui était très très prégnant en Angleterre, et grâce au marquis de Queensberry, on a réussi à codifier et avoir un sport de combat légal. Mohamed Ali puis Mike Tyson, entre autres, sont nos référents, quoi. Ça permet aussi de lancer ce sport dans le grand public, dans la société globale. Qui c'est le mec qui met les coups de poing les plus forts? Bah, c'est Mike Tyson.
cinéma, c'est Rocky. Et puis ensuite arrive une autre espèce. Il y a Jean-Claude Van Damme avec Bloodsport. On voit des combats de gens qui maîtrisent des arts martiaux différents, qui vont se battre entre eux. Finalement, tu te rends compte avec le recul que c'est presque de là que naît l'essence même du MMA et de la confrontation entre des combattants de disciplines différentes. C'est qui le plus fort entre Rocky et Van Damme? Les arts martiaux mixtes en soi, ils existent toujours sous des formes un peu plus cachées et par certains pays en fait. On peut penser d'abord au Japon et il y a aussi bien sûr le Brésil qui est l'autre grand pays où s'essayait beaucoup de choses. I'm Royce Gracie. My family is on the create MMA pretty much. No ano de 1951, Hélio Gracie, o campeão sul-americano de jiu-jitsu e a primeira legenda esportiva da história brasileira. How big the wrestling family is in Brazil. E não tem como não falar deles, não falar de MMA e não falar da família Gracie. Cara, com certeza, acho que no mundo inteiro, gigante, eles começaram com jiu-jitsu, então merece todo respeito do mundo. My father didn't create Brazilian Jiu-Jitsu or Gracie Jiu-Jitsu. What he did is he adapted for himself. He learned the art of Jiu-Jitsu from the Japanese. He adapted, he made it easier. Il faut savoir que la première compétition de MMA, c'était pas du MMA, c'était du Vale Tudo, c'était en 1930. Hélio Gracie, un boxeur. E ainda vencendo para as novas gerações. Une forme de MMA avec moins de règles existait déjà au Brésil. Vale Tudo, I think, came first. Vale Tudo means, the word in Portuguese means anything goes. There's no gloves, no time limit, no weight division. Vale Tudo é o MMA de hoje, né? Mais antigo. Os caras que saíram na porrada sem luva, praticamente sem peso. Esse era o Vale Tudo. Era loucura. O MMA hoje com certeza evoluiu gigantescamente, mas o Vale Tudo antigamente era aquilo que as mães não queriam que os filhos fizessem. A primeira vez foi quando a gente assistiu uma luta de Vale Tudo na academia entre o Renzo e o Eugênio Tadeu. Eu acredito que no Brasil a cultura está no povo brasileiro, na verdade, né? Eu vejo que a luta ela te dá muita oportunidade. Você aprende arte marcial nas ruas, você aprende nas academias, né? Todos os bairros têm uma academia. Brazilians, they have soccer, football, or jiu-jitsu, MMA. It's on our blood. It was a quest for my family to find out which style is the best. People would say, well, karate is the best, boxing is the best, kung fu is the best. There's only one way to find out, is to take the rules out. Pas de problème. Début des années 90, un des fils Gracie rencontre un homme d'affaires américain. Une idée folle va voir le jour. Pas vraiment du sport, presque une boucherie. This is my Bellamundo. I heard about Rorion Gracie, and I was thinking about a video game called Mortal Kombat. And I thought if I could get a Gracie fighter, Brazilian Jiu-Jitsu, karate, boxing, sumo, savate, Kempo karate. So I just, wanted to see the 8 toughest men in the world. Arnold Schwarzenegger told me, he goes, yeah, you've got to fight in an octagon. Like Conan the Barbarian fought in the octagon, a stone octagon. I didn't think stone was a good idea, but octagon, it sounded very cool. It's a cool shape too, octagon. The octagon was one of the most important things that we did. And Rorion said, no boxing ring. He said, in Brazil, my family in Vale Tudo
has experience with boxing rings. Never works. Eu me lembro que várias vezes a gente acabava de treinar aqui, ficava sentado no ringue, desenhando como é que ia ser, entendeu? O negócio, de um jeito ou de outro e tal. An electrified circle with a copper ring that if you stepped on it, you'd get a shock. And then a student at the Gracie Academy who was a doctor, who was a cardiologist, said, if a man falls on that and he's sweating, you can get ventricular fibrillation. You can stop his heart. He said, you don't want to do that. Tanque. E botar jacaré. And we'll put, sharks or piranha. Se o cara quisesse fugir, o jacaré... And that wasn't a good idea. What would we have had to travel with fish and with water? E no final, a gente acabou fazendo essa tela que tem uma coberturazinha de plástico para ninguém se arranhar, mas ficou essa tela em volta que ficou perfeita, maravilhosamente bem original e criativa, porque o cara vai entrar ali dentro, ele não tem como fugir. Mas ela sendo assim meio octagonal, você não tem problema, porque não tem um canto nunca para ele ficar preso ali dentro e tal. So that's how the octagon got built. And it became the biggest thing for the press because it was a cage. It was in a boxing ring. You're doing cage fighting. Oh my God. Someone could die. We're live from the mile-high city of Denver, Colorado. Tonight, the big storm on everyone's mind is taking place indoors. 8 of the deadliest fighters in the world will meet in a no-holds-barred combat to determine who is the ultimate fighting champion. Be forewarned, there are no rules, no judges' scores, and no time limits. Ladies and gentlemen, please welcome the contestants for the first match of tonight's Ultimate Fighting Championship. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné comme tout le monde. J'ai vu la violence. Pour pouvoir rentrer dans une cage comme ça, prendre des reprises de volée dans la tête, pas de catégorie de poids, ça fait peur. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez choquant de voir les premiers combats de l'UFC en 93. Déjà, on n'a pas l'impression que c'est un sport, on a l'impression que c'est différents styles qui s'affrontaient. On a du mal à y voir le côté sportif de la chose. Après, avec mes potes, je faisais un peu de la bagarre de rue, là. On travaillait le truc comme ça, on faisait n'importe quoi, on trouvait ça génial. It's over. That is the power of jiu-jitsu in action. From Rio de Janeiro, at 158 of the first round, Royce Gracie. Les organisateurs eux-mêmes sont très étonnés du succès. L'intervention du sénateur John McCain, proche du lobby de la boxe, a poussé pour l'interdiction du MMA. The first look that I had at martial arts fighting, there was people knocking them other down, sitting on top of them and smashing them in the face. It was terrible. If you can survive, because way back then, the sport was being attacked because of its, a lot of people thought that it was like very barbaric, very like, almost like pet dogs going at it, things of that nature. The decline of civilization. Anytime that you make a new rule, was it to the sport's benefit or a deficit? So the sport has continued to thrive, conform better for pay-per-view. People used to call it, human cockfighting. I remember, I was in junior high school when my dad first had his fight, and I remember people at school coming up and being like, isn't that the thing where like one guy dies at the end, and people just didn't understand it, and that was a lot because of the way it was marketed at that time. Le MMA est le produit presque parfait du sport capitaliste. Vous aviez des salles de spectacle, d'hôtels, casinos qui ont vu une forme de divertissement pour ses propres clients. To become more legitimate and become accepted in the mainstream the way it is now, they had to implement a lot of regulations and a lot of oversight to kind of prove that it is a sport just like any other combat sport. Pour l'image du MMA, ça a été très important de pouvoir sortir de ces salles de spectacle d'hôtels et de remplir des stades, des salles omnisports comme n'importe quel autre sport. Pour montrer patte blanche. Arriver avec un show
où ce ne sera pas juste des dégénérés qui vont se battre jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meure dans la cage. Il faut bien des règles. Donc l'UFC a dû se baser sur une commission athlétique, celle du New Jersey en l'état, qui était volontaire pour mettre ces règles unifiées du MMA en place. On est à la fin de l'année 2000. On avait enfin la base sur laquelle le MMA pouvait se développer. If you were going to create the perfect mixed martial arts athlete, he would look like George St. Pierre. The man is an absolute legend. He is the greatest welterweight of all time. One of the most well-rounded guys ever in the game. Un combat d'MMA, normalement, se déroule dans une cage, soit une cage circulaire ou de forme octogonale, parce qu'aucun des combattants n'est dans son élément naturel. Il y a plusieurs façons de gagner. Principalement, on peut gagner par KO. On peut gagner aussi par soumission. Par exemple, un étranglement, l'adversaire abandonne. Et après 3 rounds de 5 minutes réglementaires, ou pour les combats de championnat, c'est 5 rounds de 5 minutes, s'il n'y a pas de vainqueur avant la fin du temps, on va en décision et on peut gagner en décision. Et regardez qui on retrouve à l'arbitrage de ce combat. Referee in charge, Loic Oral. On a le droit de percuter avec ses pieds, ses jambes, toute la surface du corps. On a le droit de donner des coups de coude. Voilà, les coups de coude sont autorisés. Il y a certaines organisations américaines qui les refusent. En France, on a le droit de les faire. Des coups de genoux au corps et au visage dès lors que le combattant est debout. Et toutes les formes de projection, toutes les formes de soumission et certaines formes de percussion au sol. Et voici ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a aussi des interdictions qui sont très classiques. On ne va pas mordre son adversaire, on ne va pas lui mettre les doigts dans les yeux, on ne va pas taper derrière la tête ou sur la colonne vertébrale. Stop! Quelle erreur! Lorsque votre adversaire a 3 points d'appui au sol, vous n'avez pas le droit de frapper à la tête avec le genou ou le pied. The winner by disqualification, Aljamain Buckmaster Sterling. Il va falloir, pour de l'équité, et que ça ait un sens, ces combats-là, mettre des catégories de poids. On part de une seule catégorie, techniquement en 93 à l'UFC, à aujourd'hui 8 catégories chez les hommes. On est à partir de moins de 57 kg et on va jusqu'au poids lourd. Et on a eu jusqu'à 4 catégories chez les femmes. Il y en a une qui a disparu, la plus lourde, entre guillemets. Mais il y a certaines organisations qui ont même des catégories plus petites chez les femmes. In the early 2000s, very few people were fans of MMA. It was only legal in like 2 states out of the 50. It wasn't even on pay-per-view here. They had no TV deal. Par contre, on a une organisation qui existe au Japon, qui s'appelle le Pride, qui est en partie née, inspirée par la réussite de l'UFC des premières années. Sauf que les Japonais vont aller plus loin et vont être meilleurs dans le show, dans la qualité des combattants proposés, des affiches, des chocs proposés. Tout se fait dans un ring avec des règles beaucoup plus ouvertes. Si le Pride n'avait pas tenu la baraque, peut-être que le MMA serait mort au début des années 2000 en même temps que l'UFC. Chaque année, l'UFC, la société est en déficit. En 2005, plutôt que de chercher à vendre, dans ce cas-là, on va tenter un nouveau coup de poker. C'est le show créé par Dana White. They had a TV deal here in America with Spike TV, and that was really big because now they had a cable show, Ultimate Fighter, the reality show, made it more consistent and people started to pay attention.
Do you want to be a fucking fighter? That is my question. Anybody who says they don't, I don't fucking want you here. And I'll throw you the fuck out of this gym so fucking fast your head will spin. It's up to you. I don't care. Cool? Have a good night, gentlemen. You have to understand at that time, the pressure and the stress that we're under, this is the last shot. If this thing doesn't work, the UFC is done. Part of what made MMA so successful in this country was there was one big dominant organization. It's actually a lot more like pro wrestling in that the UFC is WWE. They have you under the umbrella and they kind of control your career. Dana White a trouvé la clé du succès. Des personnages spectaculaires, un storytelling efficace. La Champions League des sports de combat a généré 1,3 milliard d'euros en 2023, un peu partout dans le monde. This just takes this whole thing to another level. I run everything that happens here. I'm just going to keep doing what I do. So we're just going to continue to kick ass like we do every single year. This is like one of the biggest mergers in the history of sports. The UFC will announce they're coming to Paris. They'll sell it out without even a single fight, you know what I mean? That's how popular the brand is, and that's all by design. Dana White is the star, the brand is the star, and the fighters are interchangeable. It's just been a process that they've been working on since they bought the company in 2000, and it's really worked out. Comme un pied de nez, l'un des plus grands de l'histoire de ce sport n'a jamais eu la moindre envie de le pratiquer. Je détestais me battre. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que j'étais très doué. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a grandi en campagne et puis qui n'avait pas beaucoup d'amis, qui a été victime d'intimidation à un très jeune âge et qui a commencé à faire des arts martiaux, du karaté, pour se défendre. Et la passion, par la suite, s'est transformée en métier. C'est de la façon qu'il a gagné sa vie et qui est arrivé à la personne qu'il est maintenant. Troisième clap, Jean Saint-Pierre, première. Ça, c'est une école où j'allais quand j'étais jeune. Les gens ils me connaissent comme étant le champion du monde dans la cage, dans l'UFC. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais des problèmes. J'étais pas celui qui avait le plus d'amis, celui qui était le plus fort. Une des bagarres que j'ai eues quand j'étais plus jeune, c'est qu'il y avait 3 jeunes qui étaient ici. Quand on est passé ici, j'ai entendu... J'ai été obligé d'enlever mon manteau. J'ai vu une flaque de molar, comme vous dites en France. Je suis venu pour frapper un, mais il m'a vu venir. J'ai fini au sol en train de me faire ruer de coups de pied. J'ai commencé à faire des arts martiaux, du karaté. Je n'ai pas laissé le choix. Il y avait le talent probablement plus que la moyenne, puis c'est entraîné, de persévérant. Le seul endroit où j'étais bon, c'était à l'entraînement au karaté. C'était l'endroit où je pouvais me faire valoir, où je me sentais bien. Quand j'ai vu Royce Gracie gagner le premier Ultimate Fighting Championship, j'ai vu ça comme une source d'inspiration. J'ai vu ça comme quelqu'un que je voulais devenir. J'ai commencé à apprendre le jiu-jitsu brésilien, la lutte olympique, la boxe anglaise. Et j'ai commencé mon entraînement au MMA dès l'adolescence. Il fait 6 pieds 1, 225 livres de muscles et de dynamite. Son nom, Christophe Midou, un Français de 26 ans qui est de passage au Québec afin d'aider quelques Québécois qui tentent de percer dans ce sport. J'ai rencontré Christophe Midou qui est devenu mon mentor. Quand il est venu me voir pour la première fois, je pensais que c'était un fan à la base.
Je veux une photo, blablabla, tu t'es battu chez moi à Saint-Isidore, je voudrais être comme toi et tout. Donc je lui ai donné rendez-vous, et ce gars-là est venu, on ne s'est jamais quitté. C'est quelqu'un qui n'a jamais arrêté de s'entraîner, d'évoluer. C'est à cause de lui que j'ai commencé les combats. Mon nom est Georges Saint-Pierre. Dans la vie de tous les jours, je suis un gentilhomme. Mais vous allez voir que ce soir, dans le ring du UCC, c'est une autre chose. Il s'agit de son premier combat au UCC. Georges Saint-Pierre! On ne peut pas réussir en maîtrisant seulement qu'un sport de combat. J'ai rencontré Georges Saint-Pierre, c'était dans la salle au Tristar. On avait la même vision, pour vraiment savoir tout faire. Georges est connu pour ses takedowns légendaires. Quand il tape, Air Canada fait aller, retour sur les fesses, il t'amène au sol, tu essaies de te relever, bonne chose. C'est un Messi, un Ronaldo que tu mixes ensemble. Rien à faire, une force herculéenne. Là, tu prends des coups de coude, des patates, tu prends plein de trucs. Et ce qui est fou, c'est que toi, t'es mort, lui se relève, tout va bien. Le plus grand moment, je dirais, c'est quand il a battu BJ Penn. Dans ce temps-là, BJ Penn était considéré imbattable. Tout le monde entier regardait ce combat-là. C'était le plus gros fight dans son histoire. Et Georges a été incroyablement dominant. Il a peut-être juste perdu 2 ou 3 rounds dans toute sa carrière, ce qui est extrêmement rare. Il a battu tous ses adversaires, même les défaites qu'il a eues, il les a revengées. Il a démoli 2 générations de combattants. Greatest welterweight champion of all time. George defended his title 9 times between 2007 and 2013. C'est dur de devenir champion, mais de le rester, c'est encore plus dur. Ça prend beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices. I need to hang up my glove for a little bit. Are you retiring right now? Is that what you're saying? I have to go away for a little bit at least. Is this the end? Être champion, ça a un prix à payer. J'ai eu trop de pression pour trop longtemps. Je me prenais la tête avec l'UFC pour le dopage. Je trouvais qu'il y avait trop de monde qui trichait dans le sport. J'étais en dépression. George came back after 4 years away from fighting to capture the UFC middleweight title at Madison Square Garden. C'était contre Bisping. Georges, il saignait, il s'est fait couper, il s'est fait toucher dans ce combat-là. Mais dès qu'il comprend son adversaire, il a trouvé la faiblesse de Bisping. Les journées que je combattais, c'était les pires journées de ma vie. Mais ça m'a permis d'acquérir l'argent, l'accès aux choses que la plupart des gens ne peuvent pas avoir. Et surtout la liberté. C'est pour ça que je l'ai fait. Il est tellement humble. Georges, c'est le champion du peuple, un peu à la Ali. He represents that you don't have to be a thug to be the champion. He gave MMA a baseline dignity.
J'espère que tu arrives en forme si tu veux être prêt pour ton combat. Je voulais tourner ici, chez lui, là où il y a sa statue, parce que je voulais que les gens qui connaissent pas ce sport prennent conscience que ces mecs sont des super-héros et que certains, comme Georges, ont carrément une statue dans leur ville natale. Georges, est-ce que tu es content qu'on tourne à ta statue? Ah ouais. Hey, moi, vous me faites plaisir, là. C'est fou. Faut un plaisir de fou. Il a vraiment été touché. Il y a ses parents qui sont venus sur le tournage. L'idée, c'est ça, c'est de donner faire des clins d'œil au MMA en montrant aux téléspectateurs différents athlètes, les mettre dans leurs éléments naturels, où ils grandissent, où ils s'entraînent, et puis faire en sorte que le personnage interagit avec eux. J'espère que tu arrives en forme si tu veux être prêt pour ton combat. C'est fou, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a sa propre statue. Bienvenue chez moi. D'ailleurs, je comprends toujours pas comment une légende comme vous a accepté d'aider un amateur comme moi. Faut que quelqu'un calme ce mec, et je peux pas le faire moi-même. Alors je vais t'aider à y arriver. Georges, enchanté. Taylor, honoré. Bon, j'imagine qu'on va au Tristar, votre club. Non, j'ai autre chose de prévu pour toi. Jusqu'à Georges Saint-Pierre, en France, regarder du MMA, pendant toutes ces années, c'était un peu consommer du porno. À l'époque, vous voulez voir les premiers UFC. Si vous voulez voir les premiers UFC, il fallait du VHS. Les premières cassettes de champions, des premiers champions qui montraient leur technique. Et je l'ai passé en boucle, On trouvait ça génial. L'avènement de l'UFC, ça a été un laboratoire en temps réel. Il y a un nouvel art martial, un nouveau sport de combat. Il faut que je comprenne, et la meilleure façon de le comprendre, c'est d'y aller. On faisait partie de ces pionniers qui avaient besoin de découvrir. On était je vais pas dire hors la loi, mais presque. On était mal vus. On était des renégats en tout cas. Le MMA, ce sport où tous les coups sont permis. C'était le titre favori des journalistes. À cette époque-là, où j'entendais même surtout que c'était pas un sport. Que c'était les gladiateurs, que c'était une apologie de la violence. On est des barbares, on est des sauvages. Il fallait surtout pas que la ménagère puisse voir ça sur sa télé. La France a toujours été pour tout, hein. C'est ceinture et bretelles. Quand on connaît pas, on interdit. Principe vraiment typiquement français. Les fédérations, ils voyaient ça comme un sport de voyous. Le fait de se dire, on amène quelqu'un au sol et on le frappe au sol. Un troisième point qui était un peu problématique parce que on parlait de la cage et dans une cage, on met des animaux. Pourquoi les pionniers veulent se mettre au MMA? Comment pratiquer le MMA quand il est illégal en France? Dès que je vais lâcher les coups, il sera dans une meilleure position que moi. Bien que je puisse. J'ai commencé à enseigner le MMA en 2001 dans un club à Pavillon-sous-Bois. C'est un club de judo, donc on ne se cachait pas. La mairie était au courant et voilà, on se cachait pas, mais on ne pouvait pas trop le dire. Pour combattre, ça c'était compliqué par contre. Quand on commençait, on allait en Belgique ou en Allemagne. Les meilleurs d'entre nous allaient en Angleterre. Et puis pour ceux qui étaient encore plus forts, on pouvait pousser les frontières de l'Europe en fait. And his opponent in this lightweight tournament final, the Parisian Mathieu Nicoux. Quand j'ai combattu en Angleterre, c'était mon troisième combat. C'était pas les mêmes catégories de poids que maintenant.
je combattais en moins de 75 kilos. Je fais 73, c'était la ceinture des moins de 75. Et là, j'entends le poids de mon adversaire, je crois que c'est peut-être en livres, je fais le calcul, et je me dis, mais il fait 78 kilos là. Donc je vais voir l'organisateur et je lui dis, mais excuse-moi, mais il y a un problème, non? Et le gars me regarde, il dit, bah oui, c'est à toi de décider si tu acceptes ou pas le combat. Going from one submission attempt after another, and he's getting it. Look at that! It's a tap out. Matsuniko, your lightweight division winner. Comme je vivais à côté de Genève, j'avais été approché par une ligue en Allemagne qui cherchait des combattants français. Et je suis parti faire deux tournois là-bas, à Ulm, sur un ring. J'ai combattu quand même 2 tournois sans protège-dents et sans coquille. Oui, quand tu le dis comme ça, tu as envie de dire mais t'es idiot, t'es complètement idiot. Oui, on était idiots. C'était même pas les bourses qui nous intéressaient à cette époque-là. C'était très compliqué. Prendre sa voiture, aller combattre pour 50 balles ou 100 balles. Un casse-dalle, voilà, une tape sur l'épaule, une canette de bière et voilà quoi. Je crois que c'était une période de ma vie où j'avais des choses à me prouver. J'avais besoin de cette épreuve de vérité. Ça aurait été dans n'importe quel pays au monde, j'aurais pris l'avion pour y aller, quoi. Vous savez, un pionnier, c'est jamais quelqu'un d'intelligent. C'est juste quelqu'un qui a la foi. Au début des années 2000, Stéphane Hatch décide de développer sa propre ligue de combat. À l'époque, les seules règles qui étaient applicables en France et qui se rapprochaient le plus du MMA, c'était le pancrace. Je croisais beaucoup de combattants MMA et je les voyais être obligés de dépasser les frontières pour pouvoir combattre. Et ben ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, putain, c'est quel dommage de ne pas pouvoir organiser en France et de faire en sorte de combattre à la maison. C'était pas exactement les mêmes règles, ça se passait en ring. Il n'y avait pas les frappes au sol, donc évidemment ça change la donne. Les combats de pancrace étaient comptabilisés comme combats de MMA. Donc ça permettait aussi aux Français de se construire un record pour pouvoir accéder à des plus grosses organisations à l'étranger par la suite. À 19h50, on m'appelle à l'entrée et on me dit Hatch, il y a la police qui est là, a priori ils veulent pas que tu fasses l'événement. Je fais mais attends, on va démarrer dans 10 minutes, ils peuvent pas me stopper. Je fais écouter, je vais aller voir mon régisseur et je vois ça. Donc je croise mon régisseur dans un couloir et je m'arrête pas en fait. Je le crois, je m'arrête pas et je lui dis il est 20h, lance l'événement. Là, on entend le public qui commence à crier, commence à acclamer le premier combat. Et là, j'ai la police qui me dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Là, je lui dis, il est 20h02. Nous, à 20h, on peut pas arrêter le spectacle comme ça. Il est parti. Donc, si vous voulez, là, je peux l'arrêter, mais là, il y a 4000 personnes dans la halle, ça va être compliqué. L'événement se fait, tout le monde est content, pas de débordement, ça s'est super bien fini. Je pense qu'il a fallu mettre en place des stratagèmes pour pouvoir tenir. On est fiers aujourd'hui de se dire que ça n'a pas été simple. Il y avait personne qui organisait quoi que ce soit avec cette discipline-là, et on a été les premiers. La légalisation du MMA. Un gigantesque jeu d'intérêt entre méconnaissance et manipulation. Un sport qui se déroule dans une cage, qui permet de frapper au sol son adversaire. C'est un sport qui aujourd'hui ne respecte pas ses valeurs tout simplement éducatives. Pour moi, c'est une atteinte à la dignité humaine et les coups portés au sol ne sont pas tolérés par le code du sport
Et donc, on ne peut pas tolérer des compétitions où il y a ces coups portés au sol, qui plus est dans des cages, ce qui rappelle plus les jeux du cirque qu'autre chose. Mon ami Thierry ne savait pas de quoi il parlait à l'époque, il faut être honnête. En 2016, Manuel Valls, qui est le Premier ministre français, il va missionner un rapport parlementaire sur la faisabilité ou non de légaliser le MMA au député Patrick Vignal et au sénateur Jacques Grosperrin. L'idée de ce rapport parlementaire, c'est d'enterrer le MMA en fait. Mais ces deux parlementaires, ils vont faire tout l'inverse. D'abord, on a fait 170 heures d'audition. J'ai voulu d'abord recevoir les athlètes. Après, j'ai reçu le corps médical. Après, j'ai reçu les fédérations. Après, j'ai reçu les universitaires pour la relation dans les arts martiaux, sport de combat. Et très rapidement, je me suis dit, c'est un art martial exceptionnel. Dans cette fin 2016, le gouvernement Valls, il comprend en fait que le rapport qu'ils ont missionné, ça ne va pas du tout donner la conclusion qu'ils ont prévue. Et en fait, Manuel Valls, à ce moment-là, pour éviter un vrai camouflet, il décide d'interdire par un décret la pratique du MMA sur le territoire français. Ils n'avaient pas envie de légaliser le MMA, mais c'est parce que ce soit Manuel Valls ou Thierry Braillard, en fait, ils ne connaissaient pas le principe. Je dirais plutôt que les gens ont tendance à avoir peur de ce qu'ils ne connaissent pas, de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des réticences politiques pour la légalisation du MMA, elles sont grosses, énormes. Mais je pense que les plus grosses influences sont les sportives. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, que le MMA, simplement parce qu'il ne respecte pas des systèmes dans lesquels on a le respect de l'autre, s'il n'y a pas de règles, on ne peut pas convaincre. Je ne peux pas vous laisser dire ça. J'étais avec des magistrats. C'est pas possible. Jean-Luc Rouget, l'ancien président de la Fédé de judo, est un président très très respecté au ministère et sa voix compte. Donc quand le président de la Fédé de judo, qui compte 530 000 licenciés, dit c'est un sport de barbares, croyez-en mon expérience, vous êtes politique, vous l'écoutez. Ça faisait aussi sans doute peur à ces fédérations qui risquaient de perdre leurs meilleurs recrues qui allaient partir vers le MMA. La vraie bascule, elle est en 2017, notamment avec l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Il va nommer Laura Flessel ministre des Sports. On est au Racing Club de France et pendant plusieurs années, j'ai essuyé mes guêtres ici. En étant ici, j'ai pu avoir l'opportunité de rencontrer en fait un grand judoka qui m'a fait découvrir le MMA. Lorsqu'il est passé ministre, il m'a appelé pour me dire voilà, je vais t'aider pour ton dossier parce que moi, il m'a fait du bien et je pense que c'est une bonne chose. On a bien avancé, on est même parti au Canada rencontrer Georges Saint-Pierre, elle a visité la Tristar. J'ai rencontré des Français qui étaient là, qui me disaient « mais des fois on gagne, mais on est mal à l'aise avec le drapeau. On est fiers d'être Français, mais la France ne nous reconnaît pas. » Pour moi, il fallait changer les choses. C'était un parcours du combattant. Si aujourd'hui le MMA est légalisé, c'est très simple. J'ai eu des refus de Manuel Valls, des refus de Thierry Braillard. La ministre n'a pas pu aller jusqu'au bout de cette démarche. C'est un honneur d'avoir servi le président de la République et le Premier ministre. Merci à tous. Merci à toi, Laura. À mon arrivée au ministère des Sports en 2018, ma feuille de route était assez claire. C'était comment faire en sorte que les 50 000 pratiquants du MMA puissent le pratiquer en compétition de manière reconnue, légale. Pendant les meetings d'Emmanuel Macron, j'ai fait ces déplacements. Les gardes du corps du président pratiquaient tous du MMA. Donc dès que la fin était du meeting, ils disaient au président « Monsieur le Président, faites confiance à Patrick Vignal, légalisez les arts martiaux. » Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un jour attendu pour les amoureux du MMA. C'est un jour attendu pour le sport. Pour les spectateurs, les pratiquants, amateurs comme professionnels, c'est leur passion qui est aujourd'hui reconnue. C'est un soulagement. On est content que ce soit terminé en fait. J'ai quand même attendu plus de 25 ans, quoi. Pendant ce temps, le sport a encore accéléré, ailleurs. Pour certains, c'est le plus grand de tous, ce que l'on appelle le GOAT. La première superstar du MMA n'est jamais allée à l'UFC.
tout premier nom dont je me souviens, Fedor. Fedor, c'est un champion russe qui a dominé la catégorie des poids lourds au Pride pendant très longtemps. C'est le combattant en fait qui terrorisait tout le monde à l'époque. Undefeated in Pride at 6-0. For 10 years, nobody could beat this man. Chez les lourds, il y avait Fedor et il y avait les autres. Même à l'UFC, voilà, on bavait sur Fedor. Au Japon, Fedor est presque idolâtré. Le dernier empereur. Dans les écoles de MMA japonaises, on apprenait à frapper comme Fedor. Et après, à l'époque du Pride, il y a plein de superstars qui ont émergé. Wanderlei Silva était terrifiant. C'est un malade. Il prend des dégâts beaucoup plus lourds que lui. His nickname is the Axe Murderer. He's a fucking savage. He was fighting Mirko Krokop, who was the head of an anti-terrorist squadron in Croatia, and he's a real murderer. La première superstar de l'UFC se nomme Chuck Liddell. L'UFC crée une rivalité mythique sur 3 combats avec Randy Couture. One for the ages, one of the first really huge blockbuster ones that happened at the time when the sport was sort of making that transition from being on the fringe to being in the mainstream. Puis derrière, ils ont fait monter d'autres combattants, donc José Aldo bien sûr. Peut-être le plus grand champion de l'histoire de cette catégorie. Anderson Silva is a true legend of the sport and he's one of the greatest of all time. Griffin has huge heart though. Look at Silva. I mean, that's just amazing. He's out. He beat the best guys on his time so badly. Like we said, second to none. Il a révolutionné le MMA. Ses esquives, ses contres, sa boxe nonchalante. Et dans les années 2010, de nouvelles stars ont émergé à l'UFC. Les femmes, enfin, vont tenir leur étoile mondiale. Pendant de nombreuses années, en fait, les femmes n'étaient pas du tout représentées à l'UFC. When are we going to see women in the UFC, man? Never. Ce qui l'a fait changer d'avis, c'est cette combattante venue du judo qui s'appelle Ronda Rousey. Ronda Rousey, ça a été l'icône féminine, c'est elle qui a lancé le MMA féminin, c'est elle qui nous a ouvert la porte. Ronda Rousey, à l'époque, elle avait battu le record d'affluence historique de l'UFC. Il y avait eu 54 000 personnes. Derrière Ronda Rousey, c'est toute une génération de combattantes qui est née. Thank you guys. Thanks for the support and I love you all. I love you all. En toute discrétion, Manon Fiorot pourrait bien s'imposer dans notre quotidien. Je pense que c'est un petit peu notre Ronda Rousey à nous. Elle est inspirante et elle met tout le monde d'accord. Pour moi, c'est elle la plus grande ambassadrice du MMA français à l'heure actuelle. The good, the bad, and the ugly. It's all just me. That's what makes us human. Who is your enemy GOAT? I want to say John Jones. John Jones. Moi, j'aime beaucoup John Jones. John Jones. John Jones, pour moi. Eu acho que ele é o melhor de todos os tempos, ele é um cara muito bom. Qui a battu John Jones? Personne. John Jones is the pound for pound best fighter in the world and the greatest fighter fucking ever. Period. End of story. C'est LE personnage ultime. Redouté, admiré ou vilipendé, John Jones n'a jamais réellement perdu un combat de MMA. Il écrase ce sport depuis 13 ans. Le champion le plus terrifiant de l'histoire, aussi invincible que torturé.
ruined quite a few martial arts careers and broke a few bones and things like that. To the body, and it is all over! John Jones is the youngest champion in UFC history! He's fought the very, very best of the generation prior to him. He also brought a creativity to the sport that I believe hadn't been seen before. New moves, new techniques, new dynamics. I honestly felt like I could have broken his neck at that time. It was beautiful. Watching my opponent so much, I start to subconsciously inherit their talent. You know, he has 16 championship victories, and he's undefeated throughout. Honestly, we've never even seen him in horrible positions his whole career. Guy just understands fighting. Il avait tout pour réussir, l'allonge, la technique, l'agressivité, mais il est arrivé très jeune au sommet et ça lui a vite monté la tête. Beaucoup n'avaient pas le niveau pour vraiment poser des problèmes à John Jones. Et puis il y a eu ce combattant poids lourd qui s'appelle Daniel Cormier, qui a décidé de descendre de catégorie pour aller titiller John Jones. Je pense que ça a non seulement boosté la carrière de Jones, mais à la fois, c'était le début de la fin. UFC light heavyweight champion John Jones was tested positive for the main metabolite found in cocaine. He's accused of running a red light over the weekend, hitting a pregnant woman's car, and then running away from the scene. The UFC former light heavyweight champ was arrested and booked in a New Mexico detention center. I beat you after a weekend of cocaine. Devastating news for John Jones, who tested positive for a banned substance around UFC 214. What's all this green substance you got all over you? I hate you. This guy's got a lot of demons, man. A lot of demons. He takes risk in that cage, and he lives like that. You know, he takes risk in his life too. You know, and there's something in him that's causing him to keep going back to that place. Alors qu'il approche de la fin, la mystique autour du champion du monde des poids lourds est à son paroxysme. I feel like I've accomplished so much in the sport, but I feel like some of my troubles have made me just unsatisfied. Souvent dans le cinéma, on dit que un film est réussi quand le méchant est réussi. Dans le cinéma, comme dans le MMA, on a besoin de personnages auxquels on s'attache. Hello. The airport, please. Bro, you sure you want to do that? Excuse me. Who are you? I'm John Jones. Get! Wow. Quand j'ai John Jones devant ma caméra, j'ai un mec qui est à la fois fascinant, sulfureux, inquiétant. Let's go! Wow. Let's go! Wow. Il n'y a qu'un seul John Jones, il n'y a qu'un seul mec aussi balèze, avec cette tête comme ça, marquée. Non, il apporte même physiquement, même dans sa voix, même dans sa gestuelle. Ouais, c'est dingue. For the MMA fans, this moment is magic. I'm like, oh shit. I'm getting close to the end of my martial arts career, and I really want to get my foot in the door in movies. And so I thought that the role was awesome for me. One more. Desde arriba, por favor. Le dangereux John Jones était le parfait acteur que je rêvais, qui avait travaillé, qui avait appris son texte, qui avait envie de bien faire. Where's the popcorn? I was absolutely terrified before this project actually started. This is just so outside of my wheelhouse. Frankie gave me the creative allowance to put things in my own words. I've gotten in a lot of trouble, man. I've been suspended from the game. I've been through some crazy stuff in my career, my life. C'est une très belle scène qui parle vraiment de sa réalité, de pourquoi il est devenu combattant, les moments de down, les moments de up. Je me rends compte très vite qu'en fait, il a été acteur toute sa vie. Thank you to my Lord and Savior Jesus Christ for allowing me to be here on this journey. Do not pull, I'll call it a John Bones Jones. Don't do what I did.
You're just the fakest person. I actually admire that you can actually be this fake. And like when the TV comes on, how you can just change. It's like you're a chameleon. Thank you so much. Don't worry about it, Tay. Just stick with it, all right? None of us are perfect. And we all have ups and downs in life. And I genuinely believe that my imperfection makes me very relatable to a lot of people. You see the John Jones, the Conor McGregors, these guys at the top, and it looks good because they're driving nice cars. It's like, it doesn't work like that. My first fight went viral. Michael Page's corner, the London shoot fighter screaming at him, Tanner Taylor, seriously, and there's a spinning kick. That is unbelievable. One of the most unbelievable things I've seen in a very long time. Everyone's like, oh my God, who's this kid? I got paid £100. That was my first fight. £100. Le tout premier combat, j'ai dû combattre pour 350 ou 370 € à Neuchâtel. Au début, on a mangé des patates pendant des années, tous les deux. Quand j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu dans ma voiture pendant plusieurs mois. Même dans la meilleure ligue du monde, tu restes sous-payé quand tu viens de rentrer. Et parfois, tu ne combats que 2 ou 3 fois dans l'année. Premier contrat, tout le monde apparaît, c'est 10 000 plus 10 000 en dollars américains. Si tu gagnes deuxième, 12 000, 12 000. Si tu gagnes 14 000, 14 000, ensuite tu peux renégocier pour un troisième contrat. Les athlètes sont obligés de partir à l'étranger ou de faire venir des sparring partenaires. Il faut aussi se nourrir correctement, il faut aussi faire les examens médicaux. Une fois que tu as payé tout ça, tout le monde, en gros, il te reste 3 000 balles. Yeah, it sucks. Pour les jeunes combattants, c'est très compliqué. La majorité d'entre eux travaillent en parallèle. Faut-il tout risquer pour atteindre l'élite et l'argent? Je me mets à l'intérieur. Ouais, et là il y a le ballon. Merci, bonne journée. Je m'appelle Nel Ariano, je suis combattant professionnel de MMA, j'ai 29 ans. Voilà, faites valider. Et vous voyez, vous avez trouvé Catherine. Ah, il m'a trouvé, super. Après, vous pouvez toujours télécharger l'application pour regarder vos achats et vos points. D'accord, super. Imprimé. Vous avez besoin d'un sac de quelque chose? Non, non. La carte, allez-y, je vous en prie. Merci madame, au revoir. Je ne gagne pas de quoi en vivre et faire totalement en faire mon activité principale. Les heures que je fais dans ce travail sont en fonction de mes entraînements. C'est un sacrifice que je fais parce que forcément ça entraîne moins d'argent, ça entraîne moins de confort à certains niveaux. Incroyable. Le deuxième meilleur, moins de 93 kilos français, doit prendre des RTT pour arriver la veille de son important combat au Cage Warrior, la ligue anglaise qui peut propulser à l'UFC. Un fight tous les 6 mois, prime de combat, 1 500 €. C'est un très gros sacrifice que pas beaucoup de gens sont prêts à faire et c'est très compréhensible quand tu as une vie de famille. Moi, j'ai pas d'enfants, mais demain, je connais des mecs qui s'y sont mis, ils ont des enfants. Donc forcément, si ça rapporte pas, tu perds un peu ton temps.
Nice control here. There's that nice outside foot sweep. Il y a beaucoup de fatigue. Je pense que je vais prendre un peu de repos. Mais là, samedi, là, quand je reviens à 10h à Paris. Donc du coup, demain, à 15h, je serai au Décathlon. Le développement du MMA, c'est un exemple parfait de crise de croissance pour un sport. C'est un sport qui est tout jeune, qui n'a même pas 5 ans en France, donc est encore un enfant. Et de façon globale, la structuration, et je trouve, moi encore, très loin d'une maturité normale pour un sport qui a la popularité qu'il a. Quand on voit derrière, oui, tout l'argent que ça génère pour les promoteurs et pour ceux qui organisent l'événement, évidemment, c'est très important que les sportifs ressortent avec eux aussi suffisamment de finances qui leur permettent, ne serait-ce que continuer à s'entraîner. Je m'appelle Abdel Kaznadji et j'ai organisé le premier événement de MMA en France depuis sa légalisation. Donc les gens pensent qu'il y a un business monstrueux et c'est pas vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'argent dans les MMA. Il n'y a aucune organisation fait du bénéfice aujourd'hui. Honnêtement, moi je vois pas... Ils sont tous en déficit, je vous le dis. Donc j'ai quitté la région parisienne, je me suis mis un petit peu en retrait et je pense que voilà, le MMA GP, on va le mettre entre parenthèses un petit moment. J'ai besoin de prendre du recul et puis de regarder ce qui se passe. Le premier organisateur d'une soirée légale de MMA en France jette l'éponge quand son sport explose. Ça pose question. L'écosystème du MMA français est encore fragile. Pour remplir le frigo, certains ont dû cumuler les mandats. Nous, les pionniers, on a commencé en faisant tout. On était entraîneurs, on était également certains promoteurs, certains, fallait trouver des combats pour nos athlètes. Ça arrive à des personnes qui restent encore avec toutes ces casquettes. Petit à petit, ça change. On pense à développer, on pense à libérer les casquettes légalement, administrativement. Autant ça peut être illégal pour le football, administrativement, je suis dans mon droit. Effectivement, quand l'organisateur, c'est aussi le manager, qui est aussi le matchmaker, qui est aussi celui qui octroie les bonus de fight, tu vois, machin, c'est compliqué. Quand le mec, il a pas 2 casquettes, il en a 6, ça commence à faire beaucoup. Imaginez que l'entraîneur du PSG est aussi arbitre de la rencontre, parce qu'il faut savoir, et puis en plus est agent d'Mbappé, et puis non mais je sais pas si vous voyez. Vous avez des coachs qui arbitrent dans la cage ou qui sont sur pour tour en tant qu'officiel. On rêve tous d'un monde merveilleux dans lequel tout le monde s'entend bien. Malheureusement, le MMA n'est pas régulé en fait. Le MMA pour les nuls. En fait, vous savez, ce livre n'existe pas, où en fait il y aurait certaines règles, des choses à faire et à ne pas faire. Et la loi, en fait, elle protège pas certaines choses. And you can't do that in America. In boxing, right, you're not allowed to do that. In MMA, you could do it to a degree, but it's a little bit, the commissions try to, you know, deter that from happening. In France and in other parts of the world, in Ireland, etc., it's a little bit more like the Wild West. I personally don't think a coach should be a manager, and you can't be all three. Personne n'est chaud là. Non, personne n'est chaud. Hein? Personne n'est chaud. Personne n'est chaud, c'est bon. Ah ouais? Ok, t'as gagné, y a personne qui est chaud, t'es content? Donc personne n'est chaud. Non. Ah ouais. Je sais pas, je me sens électrique là. Non, 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 non. Personne n'est chaud. Non, écoute-moi, hey, regarde-moi. Oh, personne n'est chaud, tu peux partir. Moi, je suis chaud, moi. Moi, je suis chaud de le faire, ton sparring. T'es qui, toi? T'as fait quoi? Je combats en amateur. 3 victoires, 1 défaite, 78 kilos. Hé, il n'y aura pas de combat ici. Alors, remballe ta petite télé-réalité de merde et barre-toi. Boss, je suis un combattant, je vais me battre. Mais il est malade, lui. Eh, petit, écoute-moi.
Si tu fais ça pour m'impressionner, c'est une mauvaise idée. Too many involved Je vais le bad characters. Keep away bad characters. Keep away bad characters. That's it. Chaque salle a ses athlètes. Des clans qui se tirent dans les pattes. Le milieu, il reste petit. On est des rivaux. Donc forcément, qui dit rivalité, dit peut-être parfois de l'hostilité. C'est vrai que le MMA, on va dire que c'est un peu plus cru, parce qu'on est quand même dans les sports de combat. Donc c'est vrai que c'est pas friendly, on va dire. Hein. Ça part tout de suite en sucette. Le plus gros danger, c'est que ça n'avancerait pas comme ça le devrait. Tout le monde se tire dessus. À un moment donné, le sport aura du mal à grandir plus que ça. C'est ce qui restera dommage. C'est ce qui se passe un petit peu, on va pas se mentir. Hein. Déjà, l'argent, ça fait vriller tout le monde. Hein. Dis-toi que tu dois 50 balles à un mec, il va te haïr, hein, même si c'était ton pote. Hein. C'est comme ça. L'argent, c'est le diable. Il faut savoir gérer. Mais le problème, c'est que l'argent, il y en a, ils le mettent au-dessus de tout. Pas simple, hein, la relation humaine, vous savez ce qu'elle est. Hein. C'est pas simple du tout. C'est vrai que s'asseoir tous ensemble autour d'une table et discuter, ce serait beau pour ce sport. Mais ça reste très compliqué. Très, très compliqué. Le MMA est violent parce que quand tu regardes un combat, il y a l'un qui frappe le visage de l'autre. C'est violent. Attention, la plupart des combats de MMA ne se terminent pas du tout dans un bain de sang. Chez les hommes, seul un tiers des combats finissent par un KO. Mais ces images qui buzzent le rappellent. Ça reste dangereux. Le MMA est un sport avec des risques traumatiques importants. Une des essences du MMA est de mettre KO son adversaire, c'est-à-dire de créer un traumatisme crânien auprès de son adversaire. Et donc, tous ces traumatismes, évidemment, peuvent être dangereux pour la santé. On sait aussi qu'il y a beaucoup plus de morts en boxe anglaise, par exemple, chaque année, que dans le MMA. Maintenant, on n'a pas de recul sur le MMA. Le gros problème du MMA, c'est qu'il a 30 ans. Et que pour avoir des vraies études qui ont du recul, eh ben, il faut plus de 30 ans. Moi, j'ai accompagné des combattants. Avec le temps, je vois que plus le temps passait, plus tu sentais que le mec, il parlait pas pareil, quoi. This is a fake eye. I've got 2 total knee replacements. I need surgery on my wrist. I've got a broken back in 2 places. I've got a metal plate in my neck and I've got to have a disc replacement in my neck. So I live in pain every day. La violence peut-elle devenir une addiction ? J'étais arrivé à une quinzaine de fractures déjà. Et j'ai déjà eu pas loin de 7 opérations. À 32 ans, généralement on pense à l'après. Pas question pour Alexis Fontes. Lui ne pense qu'à devenir champion de la Ligue française Hexagone MMA. À tout prix. Il y a des matins, je peux même pas mettre mes chaussettes, tu vois. Je réveille ma femme, je lui dis s'il te plaît, aide-moi à m'habiller. Je sais qu'elle, ça lui fait mal en fait. Savoir qu'à 32 ans, j'ai du mal à m'habiller ou des fois, je peux même pas jouer avec mes enfants parce que je vais être bloqué du cou, du dos. Allez, en gros, vas-y. 1, 2. Hugo. Jambe Hugo. Jambe Leandro. Jambe Hugo. J'ai l'impression d'être tout le temps dans le brouillard en fait. Je suis extrêmement tout le temps fatigué. Mais à la fois, j'ai pas le choix. Si j'ai envie de continuer à combattre, ben, je dois m'entraîner. J'ai besoin de ça pour être vraiment qui je suis. C'est un peu contradictoire, je suis d'accord, mais ça s'explique pas. Je sais pas, c'est la passion, quoi. La santé mentale des combattants. Un sujet encore marginalisé. Une priorité. I have everything. I'm rich, I'm
famous, like I have everything I've ever fucking wanted, and I still am mentally unwell. After the Gaethje fight, man, I went through some real, the world doesn't know, or people don't know, people are close to me know, I went through some real mental struggles, man. How bad did it get? Really bad. Really bad. I never thought I'd struggle with it, but I mean, like, for some reason, when I wasn't fighting or in care, sorry. C'est tabou. C'est-à-dire que c'est vu comme une faiblesse, mais c'est une erreur. La gestion du stress, la gestion des émotions, la gestion de la peur, de la défaite, de la victoire, tout ça, ça s'apprend. Certaines fois, pour corriger certains soucis, les combattants font appel à des préparateurs mentaux. Est-ce que tu trouves ça utile? Est-ce que je trouve ça utile? Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais pour moi, c'est inutile. Mais le principal danger reste la perte de masse tardive, le cutting. William Gomis will be competing in a featherweight prelim. He looks like me on the gym. Oh my God, man. He's struggling. 143, 64 quilos e 800 gramas para William Gomis. He's under by 2 pounds in? What the hell happened What there? is happening? Je suis tombé malade lors de mon cutting. Ça a mis une déshydratation dangereuse. It was announced as 143 pounds. Faire attention parce que voilà, t'as qu'une vie quand même. Autopsy report na heart attack ang ikinamatay ng isang Chinese mixed martial arts fighter bago ang One Championship noong December 11. Pour moi, ça n'a pas de sens de faire 68 kilos à une pesée et de combattre à 77. Mais le problème, c'est que si tu le fais pas et que l'autre le fait, tu pars avec un gros désavantage. Donc, il n'y a pas le choix pour l'instant. Tant que les plus gros organes du monde, comme l'UFC s'y mettent pas, ça rentrera pas dans les mœurs. Donc je pense que la balle est dans leur camp en réalité. Reste le dopage. En France, il est contrôlé. À l'étranger, ça reste à voir. Le MMA, on sait que c'est un sport qui est touché par le dopage, parce que c'est un sport récent, parce que traditionnellement, dans certains pays, ils sont un peu habitués à faire un peu n'importe quoi, parce qu'on n'a pas la même culture. Nous, on se déplace beaucoup en Pologne avec Salah, et là-bas, il n'y a pas d'interdiction. Donc ça veut dire que nous, chaque combat de Salah, on est persuadé d'affronter un combattant dopé. Il faut savoir que dans chaque sport, en théorie, on applique les mêmes sanctions. Le MMA, vu que ces ligues privées ne sont pas signataires du Code mondial, elles appliquent les sanctions qu'elles veulent. Quand on le sait et qu'on n'a pas forcément le choix de combattre un athlète dopé, on part au front. Si tout le monde ne se met pas au niveau, un jour il y aura un mort, c'est une certitude. Ce qui a fait monter ce sport mondialement est aussi ce qui peut le freiner auprès du grand public. Le trash talk, une adversité qui peut déraper. Ça a vraiment rythmé l'histoire de l'UFC au fil des ans. Chael Sonnen a réussi à obtenir un combat pour le titre juste créant une rivalité avec le champion Anderson Silva, qui était un champion invincible à l'époque, et juste en parlant, donc en s'inspirant beaucoup du catch. I will slap his wife on the ass if she doesn't make me a steak medium rare, just the way I like it. This is pleasure. I don't like this guy. Dans le TUF, ils vont faire monter des rivalités à travers deux coachs qui vont entraîner des débutants. I'm here right now in your face. Please, touch me, please. It's not just for the cameras, it's not trying to make it, we're trying to build a fight. Rivalries just make more attention, the anger and hate. À la fin, les deux coachs, ils vont eux-mêmes s'affronter dans la cage de l'UFC. A guy must dig deep to find a way to get revenge, and people love this. Protect yourself at all time, obey my command at all time. If you want to touch them, do it now, go back to your corner. Le meilleur exemple a changé à tout jamais l'histoire du sport. Conor McGregor versus Khabib Nurmagomedov. That is the biggest fight the UFC has ever done. Of course, Conor McGregor is a global superstar. He's the pay-per-view king. Conor McGregor
en quelque sorte à révolutionner ce sport, pas seulement avec ses performances dans la case, mais également avec ses performances hors de la case. Shut your f***ing mouth. I own Rio de Janeiro. I'm sitting up here with my feet on the desk. What's anyone up there gonna do about it? I knock people out, they don't f***ing move. Who the f*** is that guy? You gentlemen, if you don't mind, just you wouldn't mind counting to 10. They can only count to 5. They're all dressed like me, they're all trying to talk like me, they're all trying to be me. Très rapidement, le public il dit mais c'est qui ce jeune homme qui insulte tout le monde, mais derrière par contre il fait ce qu'il dit. Sharpness of his left hand, because I don't think nobody can compete with that. Conor McGregor, c'est peut-être le premier combattant qui a dépassé l'UFC en termes de notoriété. On n'avait jamais vu avant Conor McGregor un combattant exposer autant de richesse. Conor McGregor, sur les 10 plus gros pay-per-view de l'histoire de l'UFC, il doit en avoir 7. I hadn't even watched a UFC fight before, and I already knew who he was. He got me into the sport, for sure. He had this aura that was unlike any other aura, you know? It's similar to Muhammad Ali. Nobody will ever compete with the run he's had and the fame he's brought to the UFC and legitimize the sport the way he has. C'est devenu vraiment l'homme à abattre à l'UFC. I think Khabib's the best fighter of all time. You know, 29-0. For a guy to never make a mistake, to never get a hiccup, it's unheard of. C'est un pur lutteur venu du Daghestan, très peu de boxe. Il vient, il colle ses adversaires, il les amène au sol, il les frappe ou il les soumet. Irish, only 6 million. Russian, 150 million. I want to fight for your chicken because this is #1 easy fight in lightweight division. Personne n'a réussi en fait à le sortir de son game plan. Beaucoup pensaient que Conor y arriverait. Deux visions de la vie. Un choc de civilisation. Trop exacerbé. Khabib coming from Russia and the whole Muslim community behind him, and Conor McGregor with the whole Irish influence, you know, this was a huge fight. Send a message, hey, come here, this place, and that's it. Without security, without UFC, without nothing. Police are looking for him. They're gonna arrest him. But the fight is done. October, Las Vegas. It's on, ladies and gentlemen. Like, I don't drink. Why don't you drink? I don't drink. Why don't you drink? I never drink. You're I never dead when drink. I get my hands on you, do you hear me? I never You're drink. fucking dead. I never drink. You think whiskey gonna help you? On n'était plus du tout dans le sportif là, c'était vraiment devenu personnel entre les deux. It sold the most pay-per-views and everyone all over the world wanted to see this fight. This sport, of course, they have part before this fight and after this fight, for sure. Let's talk now. Look at him. Oh, and now Khabib jumps the fence. Whoa! No! And he's going right into Dennis. Mayhem. Oh, no. Oh! And now one of Nurmagomedov's teammates. It's so incredibly disappointed. So incredibly disappointing. It was kind of ugly, but overall, the more people are talking about it, the more eyes get on it, the better it is. That will go down as one of the most heated, intense, but most successful fights the UFC has ever done. Tout jeune, le MMA français ne semble pas réaliser le piège. On voit se généraliser le trash talking dans le MMA amateur. Il va nous jouer le gangster. Je sens qu'il va nous jouer le gangster, mec. Je le sens. Paul, j'ai rien contre lui, mais s'il est sur mon chemin et que je dois lui enlever la tête, je vais lui enlever.
Je trouve qu'il y a un excès du trash talking et on a un excès de la communication outrancière. Les gars, vous êtes encore au niveau amateur, mais il y a ce côté je veux être vu, je veux percer. C'est pas au Conor McGregor, mon rêve, on revient d'un soir comme tout le monde. J'ai toujours tendance à dire attention, acteur, actrice du MMA, vous restez quand même sur une fine corde. Malheureusement, il suffit peut-être d'un incident pour qu'on remette en question votre place au sein de la société. C'est n'importe quoi, ça fait 10 piges qu'on travaille comme des chiens pour qu'ils puissent taper les meilleurs mondiaux de sa catégorie. Toi, tu veux qu'ils prennent un amateur pour faire parler les connards de Twitter? Hé, il n'y a pas que des connards sur Twitter, ok? Il y a aussi tous les fans de MMA. T'as vu ce qu'ils se racontent? Georges Saint-Pierre est dictateur. Il y a que vous qui voyez pas ce qui se passe ou quoi? Attends. Dis-moi, champion. Il a raison, GSP. T'as peur? Certains parlent d'une mode, d'une vague qui va s'écraser. C'est un sport de combat contemporain qui est dans la logique de l'évolution de la société. I don't care what color you are, what country you come from, or what language you speak. We're all human beings and fighting's in our DNA, man. We get it and we like it. On a beau essayer de tout rationaliser, on reste des hommes et des femmes de passion. On parle souvent aussi de part animale, accepter de dompter sa part animale. Everything you said is muffled and censored, you know. MMA is the last beacon of free speech, so it's like I think a lot of fans rally around that. Ça dit de notre société qu'on veut moins de règles, tout simplement. Au moment où certains sports gagnent toujours plus d'argent, mais perdent le cœur des gens. Especially in this day and age where everyone's on their phone and YouTube and TikTok and all that, it's the perfect sport. It's perfect for this generation. Fast, eye-grabbing, and yeah, you see how popular it is online. Ça se découpe en highlights. Tu te fais ton shot d'adrénaline en 15 minutes. C'est quelque chose que tout le monde peut s'identifier, peut reconnaître. Ça fait partie de nous. C'est quelque chose qui comporte beaucoup de risques, mais qui va nous chercher au point de vue des émotions. Est-ce que vous iriez dans la cage, vous? Non. Cette idée de regarder le héros, le surpassement de soi. Le MMA comble en France le manque de figures, d'incarnations sincères. Ces histoires de femmes et d'hommes qui ont en eux cette chose qu'on n'aura jamais. Il faut que émotionnellement les personnes qui regardent la télévision se disent ah ouais, ce mec là en fait il me ressemble. I love the dogfight. I hate pain though. It's weird. It's a love-hate relationship. Je préfère être en sang, me réveiller à l'hôpital que de dire ah non j'arrête, oh non c'est trop dur, etc. We're not superhumans. A lot of these guys put us on pedestals like we're superheroes and stuff, but I bleed red just like you. Si je me considère un homme fort, c'est pas ma capacité de traverser des obstacles, de surmonter les épreuves et de ne pas renoncer à la vie, de me battre pour mes principes. Et c'est ça, pour ça que je suis plus fort. Pas parce que j'ai peut-être une force physique. It's much bigger than a sport. I leave a legacy, but if the legacy is that I'm just a great fighter, then I didn't do enough. I need to leave that I'm a great human being. I want to be known as a great human being who changed the world, who touched lives. The sport is just my platform to help change the world in a bigger way. Aujourd'hui, très grand public, il peut citer 3 stars du MMA français. Dans 3 ans, ce sera 10. Les gens maintenant, ils ont envie d'avoir une émotion avec ce sport. Ils attendent qu'une chose, c'est un combattant français qui devient champion UFC. Le MMA souffrira toujours d'une image très viriliste.
serait super que Manon soit la première à soulever une ceinture de l'UFC. French MMA has also lots of potential. Already good, but more potential. Ça va pas être une déferlante, ça va être un tsunami. Alors, vous pensez toujours échapper à la vague? Bonne chance. Big shout out to everybody over at RMC Sports. Appreciate you guys being here on set all day. This is a UFC heavyweight champion, and that's a wrap.